Le vent, glacial comme un éternel contact d'acier, transperçait les fines parois de l'antique moulin où se déroulaient mes journées. Il se dressait sur la colline, tel un veilleur solitaire gardant les marécages brumeux de Bretagne, là où les anciennes légendes celtes résonnaient encore dans chaque souffle du vent à travers l'herbe et dans chaque cri de mouette. Mon nom est Guillaume, et j'étais meunier. Mais pas un meunier ordinaire, non. J'étais celui qui ne moulait pas seulement les grains de blé, mais aussi les peurs des voyageurs qui, par intermittence, osaient s'aventurer en ces terres inhospitalières. J'avais alors aux alentours de 30 ans, et ma vie s'écoulait paisiblement, prévisible, tel le changement des saisons, jusqu'à ce qu'un soir d'automne humide, tout bascule. L'air s'épaissit, chargé de l'odeur de la terre humide et de quelque chose d'inexprimablement ancien. Une chose qui s'éveillait des profondeurs des siècles. Je m'occupais de réparer les meules quand j'entendis un son étrange. Ce n'était pas le bruit de la pluie, ni le gémissement plaintif du vent. C'était un grincement à peine audible, régulier, comme si quelqu'un traînait sur la pierre quelque chose de lourd et de pointu. Je sortis dehors, m'attendant à voir des chiens errants ou, peut-être, des moutons rendus fous par le froid. Mais sur la route déserte, enveloppée d'une brume laiteuse et mouvante, il n'y avait pas une âme. C'est seulement au bord du champ, là où la forêt impénétrable et profonde commençait ses domaines séculaires, que je l'ai aperçu, ou peut-être lui. Une silhouette grande et d'une finesse à faire trembler, vêtue d'une étoffe couleur de nuit, se tenait dos à moi. Une profonde capuche dissimulait son visage, mais dans sa tête légèrement penchée, dans sa seule posture, il y avait quelque chose de sinistre, de prémonitoire. Dans sa main, elle tenait un objet ressemblant à une sinistre faux, mais sa lame ne brillait pas de l'acier, plutôt d'une sorte de brouillard figé et dense, qui, reflétant la faible lueur de ma lampe à pétrole, scintillait comme une myriade de milliers de minuscules étoiles glacées. Un froid glacial me transperça jusqu'aux os. Mon sang se glaça dans mes veines. J'ai toujours cru que les anciennes légendes concernant celle que l'on appelait Anka n'étaient que des inventions, conçues pour effrayer les enfants et les dissuader des excursions nocturnes. Mais maintenant, dans ce silence embrumé, j'ai ressenti avec acuité. Elle disait la vérité. Je suis resté figé sur place, comme enraciné dans la terre gelée, totalement incapable de faire le moindre pas. La silhouette pivota lentement vers moi. Même sous la profonde ombre de sa capuche, je sentis son regard sur moi, indifférent et dévorant, tel le regard de l'abîme lui-même. Ce n'était pas le regard d'un être vivant, c'était plutôt un vide, d'où semblait émaner toute la tristesse de ce monde, toute la douleur des vies s'éteignant, accumulée au fil des siècles. Et puis, je l'entendis, un murmure discret, glacial, qui, comme s'il ne venait pas d'une bouche, mais de la terre humide sous mes pieds, prononça « Je suis venu te chercher, meunier ». Je reculai involontairement, mon cœur battant si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de ma poitrine. Sans perdre une seconde, je me précipitai de retour dans le moulin, claquant la porte avec force et poussant aussitôt le lourd verrou. De mes mains tremblant de l'horreur vécue, j'appuyais un morceau de branche contre la porte, bien que je savais parfaitement que cela était totalement inutile.
J'étais seule face à quelque chose d'infiniment ancien, face à la mort elle-même, qui était venue spécialement pour moi. Je me remémorais ma femme Marie, mes enfants restés dans le village voisin. Ma vie entière défilait dans mon esprit, tout ce que je n'avais pas encore accompli, et la conscience amère de la façon insensée dont j'avais passé mes journées, ignorant la véritable essence multiforme du monde qui m'entourait. Les jours suivants se transformèrent pour moi en un véritable enfer. Je ne pouvais ni fermer l'œil, ni apaiser ma faim. Le moindre bruissement, même le plus léger craquement des meules du vieux moulin, me paraissait désormais être ses pas approchant. Son image se projetait dans chaque reflet, dans la surface calme de l'eau, dans les ombres mouvantes, dans chaque bout de papier, frémissant au vent. Je m'efforçais de me persuader qu'il ne s'agissait que d'un jeu de mon imagination surexcitée, que la peur dévorante m'avait rendu complètement fou. Mais dès que j'osais rassembler mon courage et jeter un coup d'œil dehors, je la voyais immanquablement. Elle se tenait au loin, à la lisière même du marais sinistre, ou marchait lentement sur la route poussiéreuse, sa silhouette noire et spectrale se fondant presque entièrement dans le brouillard du crépuscule s'épaississant. Elle n'osait pas s'approcher, mais ne quittait pas non plus mon champ de vision. Elle attendait, savourant le temps. J'ai commencé à remarquer des signes étranges, annonciateurs de quelque chose d'inexplicable. Ce soir-là même, alors que je l'avais vue pour la première fois dans la foule sur la place du village, le vieux Louis, celui qui avait souffert de la terrible lèpre pendant des années, rendit son dernier souffle. Il était le dernier de notre petite paroisse à succomber à cette maladie épuisante. Les gens racontaient des légendes sombres, selon lesquelles l'Ankou, la mort elle-même, venait chercher celui qui était le dernier porteur de la maladie, ou le dernier à mourir dans les limites de la paroisse ce jour-là. Mais je n'étais qu'un simple meunier, un travailleur ordinaire. Je n'étais ni malade, ni vieux. Alors pourquoi était-elle venue pour moi? Une nuit, alors que la pleine lune perçait timidement d'épais nuages, illuminant les champs avoisinants d'une lumière argentée fantomatique, j'ai entendu un autre son, troublant le silence habituel. C'était une sonnaille, un tintement de cloche discret, à peine perceptible, vint effleurer mes oreilles, réveillant en ma mémoire des échos enfouis. Je l'ai reconnue sans erreur. C'était la cloche de la vieille chapelle Sainte-Anne, abandonnée depuis longtemps, qui se nichait solitaire à l'orée d'une forêt dense. Cette chapelle, drapée dans un voile d'oubli, avait été désertée par les hommes il y a plus de 50 ans. La dernière mention d'un office en SS mur remontait à une époque où un événement si effroyable s'y était produit que même les plus anciens doyens du village préféraient garder le silence sur ce sombre épisode. On murmurait que chaque sonnerie provenant de la chapelle Sainte-Anne annonçait la mort imminente de quelqu'un dans notre village. Et cette sonnerie actuelle, il me sembla, m'était destinée, comme un doigt invisible pointant vers mon destin. J'ai pris ma résolution. Il me fallait atteindre cette chapelle. Peut-être là-bas, au milieu de ces murs en ruine, trouverais-je la réponse à toutes mes interrogations. Je comprendrais ce qui se tramait réellement. Et peut-être, là-bas, me serait-il révélé pourquoi Ankou elle-même, dont le nom résonnait désormais en moi comme une insistante réverbération, m'avait choisi. Le lendemain matin, lorsque le voile de brume matinale, semblable à une voilette,
s'entr'ouvrit à peine sur la terre, je quittai le vieux moulin, me dirigeant vers ma destination inconnue. Le chemin vers l'ancienne chapelle s'avéra non seulement long, mais aussi semé de menaces dissimulées. Pourtant, une conviction brûlait en moi. Il n'existait aucune autre voie. Chaque pas ressemblait à une torture insupportable, et je ne pouvais m'empêcher de jeter des regards en arrière, guettant dans une attente fébrile l'apparition de sa silhouette sombre et implacable. Mais elle restait invisible. Autour s'étendait seulement un champ silencieux, enveloppé d'un épais brouillard, et le calme n'était troublé que par le léger bruissement du vent dans l'herbe desséchée. À mesure que je m'approchais de la lisière de la forêt, de nouveaux signes troublants attirèrent mon attention. De vieilles rubans décolorés, autrefois ornements de fêtes joyeuses et bruyantes, étaient noués aux branches d'arbres séculaires. Désormais, ils semblaient sinistres, tels des drapeaux annonçant une mort imminente. Sur le sol, sous mes pieds, se découpaient les débris de charrettes antiques. Leurs roues étaient arrachées de leurs essieux, et les véhicules eux-mêmes s'étaient désagrégés, retournés en poussière, comme si quelqu'un était passé par ici il y a de nombreux siècles, et que seuls ces tristes vestiges témoignaient désormais d'un temps révolu. Je sentais de tout mon être que ce qui se passait n'était pas le fruit de processus naturels ordinaires. C'est ici que je trouvais les traces de son passage. Lorsque j'atteignis la lisière de la forêt, le froid se fit encore plus vif. Les arbres se dressaient si serrés que leurs denses cimes s'entremêlaient au-dessus de ma tête, transformant le jour lumineux en un crépuscule éternel et sinistre. L'air devint lourd et humide, imprégné de l'âcre odeur des feuilles mortes et de la douce pourriture des champignons. Je m'avançais prudemment sur un sentier à peine visible, s'enfonçant toujours plus profondément dans le fourré impénétrable. Et soudain, je l'entendis, ce grincement familier, ce même son qui avait transpercé le silence dès la première soirée. Il venait du sous-bois le plus dense, quelque part sur ma droite. Je restais immobile, mon cœur battant si fort dans ma poitrine qu'il semblait vouloir s'en échapper. J'orientais prudemment ma tête dans la direction du son. À travers les branches denses et étendues d'arbres séculaires, mon regard aperçut une silhouette familière, Anka. Elle se tenait au milieu d'une petite clairière, baignée d'une lumière tamisée, me tournant le dos, penchée avec une concentration évidente sur quelque chose. Dans sa main, comme un prolongement de son geste, une faux se déplaçait lentement, mais elle ne coupait pas l'herbe habituelle, mais ce qui me parut être des tiges étranges, sombres et brillantes, perçant directement la terre humide. En y regardant de plus près, je compris qu'il s'agissait d'ossements, de petits os fragiles, rappelant ceux des oiseaux ou de très petites créatures des bois. Elle les rangeait méthodiquement, sans hâte, dans son sac noir démodé, négligemment jeté sur son épaule. À cet instant, tout m'est apparu clairement. Anka n'apportait pas seulement la mort, elle la récoltait. Elle assemblait ceux qui subsistaient après son passage, telle une récolte méticuleuse attendant son heure. Quant à celui qu'elle choisissait pour victime, il ne pouvait plus se débattre, observant seulement, impuissant, cet acte répugnant et fascinant, une répulsion sauvage mêlée à une terreur glaçante,
s'est emparé de moi. Je me suis détournée, suffocant d'effroi, et j'ai fui, sans même regarder où j'allais. Je courus, trébuchant sur les racines entrelacées d'arbres centenaires, sentant les branches acérées me fouetter le visage. Mais n'osant m'arrêter, je courus jusqu'à ce que mes forces m'abandonnent et que je m'écroule, haletant, sur la terre humide. Quand j'ai enfin pu reprendre mon souffle et me ressaisir un peu, j'ai réalisé que j'étais complètement perdue. La forêt, ici, était particulièrement dense et embrouillée, comme un labyrinthe vivant, et je n'avais plus la moindre idée de la direction à prendre. J'essayais de me souvenir où se trouvait exactement la chapelle, mais tout autour de moi se fondait en une toile monotone et effrayante. On aurait dit que ce lieu même respirait le mystère, et je sentais distinctement une attention pressante, comme si elle, une sorte d'entité inconnue, savait précisément où je me trouvais. Sa présence m'enveloppait d'un voile épais, me donnant des frissons dans le dos. Le temps s'écoulait lentement, et j'eus l'impression qu'une éternité s'était écoulée lorsque, soudain, un son à peine perceptible, mais si désiré, parvint à mes oreilles, me tirant de ma stupeur. C'était une cloche, un tintement discret, mais clair. Il grandissait, devenait de plus en plus fort, se rapprochait et me guidait. Je me levai et, sans hésiter, je me mis en route vers son Salvateur, espérant qu'il me mènerait à mon but, à la chapelle tant recherchée. Et puis, à travers les cimes épaisses et assombrissantes des arbres, elle apparut enfin, l'ancienne chapelle Sainte-Anne, à moitié en ruine. Son clocher, tel un doigt solitaire, s'étirait vers le ciel profond du soir, dominant la cime des arbres. J'enjambais le seuil de la chapelle, me plongeant dans son étreinte de pénombre et de désolation. Le temps et l'oubli avaient laissé leur empreinte indélébile sur toute chose. Une épaisse couche de poussière recouvrait chaque surface, comme une couverture épaisse. Sur l'autel, au milieu d'une solitude navrante, reposait l'icône de Sainte-Anne, son visage autrefois sublime, effacé par la marche implacable du temps et le vent s'infiltrant par les murs. L'air était lourd, imprégné d'une odeur insupportable d'humidité et de moisissure pourrie qui pénétrait jusqu'aux os. Mon attention fut attirée par une sonnerie mystérieuse, et je me dirigeai vers le clocher, désireux d'en découvrir la source. Cependant, la cloche à laquelle je m'approchais s'avéra ancienne et rouillée, entièrement drapée de toiles d'araignée. Il était évident qu'elle ne pouvait émettre de son par elle-même, du moins pas dans cet état. Et c'est à cet instant, alors que mes espoirs d'une explication logique s'effondraient, que j'entendis sa voix. Douce, tel un murmure, elle s'insinuait sous la peau, résonnant du cœur même de la chapelle, faisant s'arrêter mon cœur d'appréhension face à l'inconnu. Tu es venu chercher des réponses, Meunier, mais sache que les réponses n'apportent pas toujours de réconfort. Je me suis retournée, et mon cœur s'est figé. Elle se tenait juste à l'entrée. Sa silhouette noire, telle la nuit elle-même, semblait encore plus imposante et écrasante dans le crépuscule de la vieille chapelle. Mais cette fois, en plus de la terreur habituelle qui me saisissait à sa vue, j'ai remarqué quelque chose de complètement nouveau. Dans sa main fine et osseuse, serrant le manche de sa fidèle faux, reposait un petit parchemin jauni par le temps. Et quand j'ai regardé de plus près,
quelque chose en moi s'est brisé. Mon nom y était inscrit, Guillaume. Qu'est-ce que c'est? Ai-je soufflé d'une voix rauque et tremblante, reconnaissant à peine mon propre son. Ce n'est pas toi le maître ici, Meunier, a résonné son murmure glacial, pénétrant jusqu'aux os, porteur du froid de l'éternité. C'est mon choix, j'emmène ceux que je dois emmener. Et toi, on t'a désigné. Désigné pourquoi? Ai-je demandé, sentant un froid glacial me parcourir jusqu'aux os. Elle s'est approchée lentement, sans bruit, ses pieds ne produisant aucun son sur le sol poli. Sa main, élégamment gantée d'une fine matière, a soulevé un rouleau de parchemin. J'ai vu qu'il portait non seulement mon nom, mais aussi ceux de tous ceux qui avaient quitté ce monde dans notre village au cours de l'année écoulée. Et le plus terrible, c'est que des chiffres étaient inscrits sur le parchemin, des chiffres dont le sens m'échappait, suscitant une profonde inquiétude. « Je suis Ankou », a-t-elle murmuré, sa voix rappelant désormais le bruissement des feuilles mortes sous le vent d'automne. « Je suis la dernière étape, celle qui rassemble ce qu'il reste. Celui qui me serre et me voit devient inévitablement une part de cela, le dernier grain destiné à être broyé. » Mon cœur se serra d'une terreur glaciale. Elle n'était pas venue pour un sacrifice. Non, elle était venue pour une aide, ou pire encore, pour un remplacement. Je me souvins d'éclats de vieilles légendes. On disait que l'Ankou choisissait toujours un vivant pour la servir, le dernier à mourir dans chaque paroisse, voué à la servir pour l'éternité. Mais qui fut le dernier défunt de ma paroisse? Et là, une pensée me traversa l'esprit. Le vieux Louis, sa fin, il fut le dernier à succomber à la lèpre. Mais avant lui, il y eut encore un homme dont la mort m'échappait. C'était un homme qui s'en alla l'année précédente dans des circonstances très mystérieuses. Il tomba du moulin, même qui me servait d'habitation. Sa chute depuis le palier supérieur donnait l'impression que quelqu'un l'avait poussé. Pourtant, nul n'avait vu quiconque près de lui à ce moment fatidique. Il s'appelait Pierre. Mon prédécesseur dans le vieux moulin devait être quelqu'un nommé Pierre. « Toi, c'était toi », soufflai-je, suffoquant sous l'horreur qui m'envahissait. À cet instant précis, elle leva sa faux. Mais ce n'était pas l'outil que j'avais observé auparavant. Cette faux était tissée de lumière pure, de ce même brouillard fantomatique qui enveloppait si densément les marais avoisinants. Et lorsqu'elle la leva, l'éclat de sa lame inconnue baigna les alentours d'une douce lueur scintillante. Soudain, je vis son visage, ou plutôt ce qui semblait être le reflet de sa véritable apparence, manifesté dans ses orbites vides. C'était mon propre visage, le visage du propre Pierre. Tout m'apparut alors clair. Ankou ne venait pas pour me tuer, mais pour me remplacer, ou, pour être plus précis, trouver sa successeur. Et celui qui l'avait vue, qui avait entendu sa voix, qui avait surpris son secret, devenait inévitablement le suivant dans cette chaîne. Pierre fut le premier à la voir. Et maintenant, elle était venue me chercher, car moi aussi, je l'avais vue. Mon destin était de prendre sa place. « Ton temps est écoulé, Meunier », murmura-t-elle, et sa voix résonna désormais comme la mienne, mais avec une nuance glaçante, tel un écho venu d'autre monde. « C'est ton tour maintenant. Regarde, écoute, rassemble. » À cet instant, j'ai senti quelque chose changer en moi de façon irréversible. Un froid glacial a commencé à s'insinuer de plus en plus profondément,
chassant les derniers échos de la chaleur vitale. La peur s'est évanouie sans laisser de traces, cédant la place à un calme étrange et indifférent qui m'a enveloppé tel un fin linceul. Devant moi, une silhouette noire fondait lentement, se dissolvant dans l'air tel un mirage, ne laissant derrière elle qu'un sillage de brume à peine perceptible. Je me suis retrouvée seule dans le clair-obscur fantomatique d'une ancienne chapelle, serrant dans ma main une faux qui semblait désormais le prolongement de ma propre main, tant elle m'était devenue familière. Sur le parchemin qui reposait encore une seconde auparavant dans ses doigts affaiblis, mon nom avait été impitoyablement effacé et, à côté, telle une moquerie du destin, était apparu un autre nom. Un nom que j'aurais reconnu entre mille. Un nom qui glaçait le sang dans mes veines. J'ai quitté les murs froids de la chapelle et le soleil éclatant m'a ébloui, dirigé droit vers mon visage. Mais je n'ai pas ressenti sa chaleur tant attendue. Je regagnais lentement la vieille forge, mais le monde qui m'entourait s'était métamorphosé. Il se révélait sous un jour nouveau, effrayant, dévoilant la mince limite à peine perceptible qui sépare les vivants des morts, le réel de ceux qui se trouvent au-delà. Je percevais les ombres fantomatiques de ceux qui avaient déjà quitté ce monde, ressentant leur présence invisible, comme s'ils marchaient à mes côtés. Lorsque j'atteignis enfin la forge, tout semblait identique, d'une familiarité lancinante. Pourtant, en moi, plus rien n'était pareil. Je n'étais plus ce Guillaume qui avait quitté cet endroit seulement quelques jours auparavant. Désormais, j'étais le nouvel Ankou, portant en moi l'éternité. J'attendais celui qui me verrait, qui entendrait mon appel. J'attendais le dernier de la lignée pour lui transmettre ce fardeau immense, inévitable, et je savais que le jour viendrait où la brume épaisse et laiteuse envelopperait à nouveau les marais anciens. Alors, quelqu'un d'autre, tout comme moi autrefois, entendrait mon murmure discret et, guidé par lui, se rendrait dans cette chapelle oubliée des dieux pour clore le cercle éternel et glacial, en devenant une partie intégrante. Car chaque meunier qui avait un jour foulé ces vieilles planches n'était qu'un gardien éphémère de ce mystère, aussi vieux que le monde lui-même. Et maintenant, c'était mon tour, mon temps d'attendre, d'observer attentivement tout ce qui se passe autour, et peu à peu, pas à pas, rassembler ce savoir prodigieux.